Poisson. Bonjour. Nous vous remercions de votre venue dans le cadre du cycle de conférences de l'ICEP. Nous rappelons que vous êtes chef d'entreprise, philosophe et également président du Parti chrétien-démocrate. Jean-Frédéric Poisson, pour commencer, dans votre livre, vous évoquez deux affaires médiatiques que sont l'affaire Ménel et l'affaire de l'étudiante voilée de l'UNEF. Ne pensez-vous pas qu'il existe une bienveillance vis-à-vis de l'islam ? Le traitement médiatique qui a été réservé à ces deux affaires montre qu'effectivement, nous avons une très grande difficulté à appréhender la réalité de l'islam telle qu'elle est. Parce que d'abord, il y a une forme de dictature de la gauche multiculturelle sur ce sujet, qui a toujours considéré les musulmans comme des alliés objectifs, comme des gens qui devaient composer dans ce multiculturalisme la France de demain. Jean-Luc Mélenchon, il y a quelques jours, disait que la Seine-Saint-Denis représente l'avenir de la France, ce qui, quand on connaît ce qui se passe en Seine-Saint-Denis, est un peu interrogeant, pour ne pas dire dangereux. Mais je crois qu'il y a une forme de bienveillance, oui, parce que, encore une fois, quand on conjugue à la fois cette ignorance de fond sur ce qu'est l'islam en réalité, avec le poids croissant de ce système politique, car on y reviendra, mais l'islam est d'abord et avant tout un système politique, plus le fait qu'on a perdu de vue les raisons d'y résister et sans doute une partie du courage d'y résister, alors le résultat c'est que, effectivement, quand on voit des épisodes qui portent une forme de scandale, qui devraient en tout cas porter une forme de scandale dans les médias, eh bien on ne sent pas qu'il y ait tant d'opposition que cela aux faits qui nous sont donnés à regarder. La chanteuse Ménel fait de la propagande pro-frères musulmans à une heure de grande écoute sur TF1, dans l'émission The Voice. La représentante d'un syndicat étudiant de gauche apparaît voilée à la télévision. Je ne dis pas que tout le monde trouve ça très bien, mais ça aurait dû certainement provoquer des remous et des protestations bien plus vives que ce à quoi nous avons assisté. Donc je pense qu'il y a oui une forme de bienveillance, pour ne pas dire une réelle bienveillance à l'égard de l'islam en France. Vous révélez dans votre ouvrage que le projet politique conquérant de l'islam est théorisé publiquement. Mais alors, par qui ? Et par quel support et pour quel public ? Il y a un document qui s'appelle « Stratégie de l'action culturelle islamique à l'extérieur du monde islamique », qui a été publié il y a 18 ans par une organisation officielle qui s'appelle l'Organisation de la coopération islamique et qui représente ni plus ni moins qu'un plan concret de conquête de l'Occident en vue de faire dominer la charia sur le monde occidental. Ce document est un document officiel. Il a été adopté par les 57 États à l'unanimité qui composent l'Organisation de la coopération islamique. Il a été publié dans les 3 langues officielles de cette organisation, l'anglais, l'arabe et le français, et il est disponible pour tous nos auditeurs. Vous pouvez le trouver sur le site www.isesco.org. Je vous invite à aller le consulter et vous y verrez que donc les États musulmans ont théorisé, planifié, mis en œuvre, décliné l'ensemble des actions qu'il faut conduire pour que la charia domine en Europe. À qui s'adresse ce document ? Réponse aux communautés musulmanes occidentales, au premier chef, mais également aux États musulmans qui sont les propres auteurs de ce document dans une large mesure, puisque, à plusieurs reprises, ce document stratégique appelle à un soutien massif des communautés musulmanes occidentales pour les aider à réaliser ce plan d'action. Et donc, à la fin du compte, on voit bien que par ce texte, qui est accessible à tous, qui est écrit d'ailleurs dans un français pour sa version française qui n'est pas d'une très grande qualité, c'est peu de le dire, on voit bien qu'au fond, c'est une stratégie d'État qui se met en œuvre. Et alors qu'on pouvait peut-être avoir l'impression que ce qu'on appelle l'islamisation, à juste titre, donc la progression peu à peu de l'islam en France, dans les territoires de notre pays, pouvait relever d'une forme de conjonction de faits divers un peu malchanceuse, au fond. Ça pousse par là, ça pousse par là, ça pousse par là, sans coordination d'ensemble. Et au fond, les élus, là où ils sont, se trouvent confrontés à une situation qu'ils ne savent pas très bien régler. Eh bien, c'est une lecture qu'il faut abandonner. Il y a derrière cette islamisation de la France une démarche cohérente menée par les États musulmans eux-mêmes, unanimement, sunnites et chiites réunis, avec des moyens financiers, avec des supports intellectuels, avec des moyens d'information. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui est théorisé dans ce document. On y trouve, il y a 18 ans, je le rappelle, l'exigence de l'enseignement de la langue arabe à l'école, la constitution de centres culturels, de mosquées, d'écoles coraniques, et même la volonté d'installer des juges qui seraient issus du monde musulman pour rendre une justice et des arbitrages à l'intérieur de la communauté musulmane, à part des institutions juridiques françaises. C'est donc un document qui est clairement
communautariste, pour ne pas dire séparatiste, et tout ça est porté par les États musulmans eux-mêmes. Jean-Frédéric Poisson, suggérez-vous que nos élites occidentales mettent en place toutes les conditions de développement de l'islam politique? Et comment expliquez-vous cette attitude? D'abord, je conteste la spécification d'islam politique. Il n'y a pas d'islam politique, il y a d'islam. Il est politique par nature. Et au fond, la première idée contre laquelle j'essaie de me bagarrer, c'est cette conception de l'islam qui voudrait que ça soit une espèce de christianisme du monde arabe, doublé d'une forme de bouddhisme un peu énervé. Vous voyez ce que je veux dire? Ce serait un mixte entre les deux. C'est pas du tout ça. Le christianisme est une religion qui est fondée sur la séparation du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel. Cette séparation n'existe pas en islam. L'islam est une religion, ou un système politique, ou un système culturel, ou un système de contrôle social, c'est tout ça à la fois, qui entend absolument entrer dans tous les aspects de la vie quotidienne des hommes, que ce soit sur le plan individuel ou sur le plan collectif. Il est nécessairement politique, il est essentiellement politique, il ne peut pas être autre chose que ça. Là où il ne l'est pas, c'est-à-dire là où il ne gouverne pas, eh bien, les musulmans ont le devoir de l'installer. Et le Coran le rappelle, la tradition islamique le rappelle, tout musulman a le devoir de faire progresser le règne de la charia sur la terre. C'est donc d'abord un devoir des musulmans eux-mêmes à l'égard de leur propre religion et de leur communauté que de faire régner le plus largement possible la culture et la foi qui sont les leurs. Est-ce que les élites occidentales mettent en place les conditions? Je ne sais pas s'ils les mettent en place. Je pense qu'ils ont abandonné pour beaucoup leur capacité de résistance à ce phénomène parce qu'ils n'en perçoivent pas la nature. Ils ne comprennent pas que, d'ailleurs, la distinction entre l'islam d'un côté et l'islam politique de l'autre, ou bien l'islam et l'islam fondamentaliste, enfin toutes ces distinctions qu'on reçoit dans le débat public, sont portées par ces élites, mais parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est, tout simplement. N'ayant pas compris ce que c'est, je ne vois pas très bien comment ils pourraient y résister de manière efficace. Donc, sauf à avoir compris qu'effectivement nous sommes en face d'un système qui est clos, qui est global, qui est hégémonique par nature, nous ne pouvons pas résister correctement. Et ce que je disais tout à l'heure, au fond, à l'islamisation que nous constatons dans nos territoires, alors ça prend des tas de formes que vous connaissez par cœur, hein, les horaires réservés dans les piscines, les menus halal à la cantine, et j'en passe. Quelle est la bonne réponse? Mais il y a deux niveaux de réponse. Le premier niveau, c'est de réaffirmer les principes de la loi française, c'est-à-dire sa lettre et son esprit. Réserver un horaire à la piscine pour les femmes, c'est pas illégal, mais c'est contraire à l'esprit de nos institutions. Et l'esprit des institutions pèse sans doute beaucoup plus que la lettre de la loi en la circonstance. Il faut que les politiques, quel que soit leur niveau de responsabilité, se réapproprient ce genre d'action. Et la deuxième chose, c'est que, puisque nous sommes en face d'une stratégie qui est déployée par des États, il faut une réponse de l'État. Et tant qu'on continuera à laisser des élus locaux faire face tout seuls à cette prolifération de l'islam, ça ne pourra pas fonctionner. Parce qu'ils ont besoin, en face d'États qui soutiennent cette démarche de conquête, d'un soutien et d'un apport de l'État français lui-même derrière leur action, à supposer qu'ils veuillent la mener, ce qui n'est pas toujours vrai. Vous avez évoqué la Seine-Saint-Denis. Prenons comme exemple le phénomène d'islamisation de la Seine-Saint-Denis, exposé notamment par les journalistes du Monde dans l'ouvrage d'enquête Inch'Allah. À partir de ce constat, selon vous, l'islam est-elle devenu un foyer spécifique pour le clientélisme politique? Il y a deux choses qui m'ont frappé dans ce livre que j'ai lu avec une grande attention et qui décrit, comme vous l'avez parfaitement dit, l'essor, le progrès de l'islamisation d'un de nos départements français les plus peuplés par ailleurs, la Seine-Saint-Denis. Le premier phénomène que je constate tout au long de cet ouvrage et de ses descriptions, c'est une renonciation de la puissance publique à faire appliquer les lois qui sont en vigueur dans notre pays. Au point même que ça désespère, il y a à un moment une femme qui doit être sous-préfète ou préfète, je ne sais plus, qui est une des autorités importantes de l'État dans le département, qui n'en peut plus de voir qu'effectivement, il y a d'une certaine façon pas moyen de faire appliquer la loi parce qu'au-dessus d'elle, à côté d'elle, enfin, il n'y a plus d'appui, plus de soutien, plus de référence possible. Il y a donc ce côté de renonciation à la puissance publique. Et puis, le deuxième élément qui m'a frappé, c'est le clientélisme politique. Et on le constate dans les deux camps, à droite comme à gauche. Pour s'attirer les bons offices, la bonne opinion et pourquoi pas les suffrages des communautés musulmanes dans sa ville, ou dans son canton, ou dans son département ou sa région, eh bien, on donne à la communauté musulmane souvent ce qu'elle demande. Une salle de prière en dépit des réglementations en vigueur, pourquoi pas des subventions, etc., en ignorant que ce faisant, on entretient le phénomène d'islamisation j'allais dire qu'on prétend combattre. C'est même pas sûr qu'on prétende le combattre d'ailleurs, parce que j'ai pas senti que c'était un objectif tout à fait
déterminant pour les élus qui sont décrits dans ce livre, Inch'Allah. Toutefois, il me semble que, là encore, si on laisse, comme ça semble être le cas dans le département de la Seine-Saint-Denis, les élus locaux livrés à eux-mêmes, devoir régler des problèmes qu'ils ne peuvent pas régler tout seuls, si la loi, si la force publique, si l'arbitrage des tribunaux ne vient pas à leur secours, c'est-à-dire si ça ne devient pas cette lutte contre l'islamisation de la France, un projet politique nationalement partagé et porté par l'État, alors je pense qu'on va mettre du temps à venir à bout. C'est dit sur la complaisance médiatique, oui et non, d'une certaine façon, elle existe, on l'avait évoqué tout à l'heure. Le succès de ce livre est quand même intéressant, puisque, comment dire, il a été largement défendu, propagé, on a beaucoup parlé de lui. C'est un phénomène, je crois, assez nouveau pour le coup. Ça dénote une direction politique, selon vous? Non, ça dénote une prise de conscience un peu plus générale, c'est-à-dire ça fait partie de ces phénomènes qui deviennent tellement évidents que c'est impossible de les nier. C'était déjà évident pour ceux qui y vivent depuis longtemps. Pour moi qui ai passé 15 ans de ma vie dans les banlieues nord de Paris, je pourrais vous raconter des histoires qui datent d'il y a 30 ans. Vous voyez, donc c'est pas une nouveauté. Mais là, ça devient tellement prégnant que c'est impossible de la contester. Emmanuel Macron envisage une réécriture de la loi de 1905, dite la loi de laïcité, ou sur la laïcité. Doit-on y voir une soumission supplémentaire aux revendications communautaires? Pas forcément. Il y a deux façons de... Il y a deux pistes possibles pour écrire cette loi, pour modifier cette loi. La première, ce serait de considérer l'islam à l'égal des religions qui sont incluses dans la loi de 1905, c'est-à-dire la religion israélite et la religion chrétienne, ou les religions chrétiennes, ou les confessions chrétiennes. Évidemment, ça n'est pas possible pour une raison très simple. Il n'y a pas d'autorité islamique susceptible de signer un accord cadre pour l'ensemble des musulmans de France. Cette autorité n'existe pas. Un certain nombre de gouvernements français ont tenté de la constituer de toutes pièces. C'était le projet de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, qui crée le Conseil français du culte musulman, le fameux CFCM, il y a maintenant une douzaine d'années, qui n'a jamais rien ni publié, ni sorti, ni fait, ni eu aucune autorité que ce soit, puisque on ne peut pas demander à un musulman de reconnaître une autorité à une institution issue d'une république dont il conteste jusqu'au principe. C'est une mécanique de l'esprit qui est impossible pour un musulman sincère et de bonne foi. Donc c'est voué à l'échec. Donc il ne peut pas y avoir d'accord cadre avec la religion musulmane en France. Ça n'existe pas, c'est inenvisageable et je ne comprends même pas comment on puisse encore en caresser une idée parce que c'est dénué de bon sens. En revanche, on peut parfaitement imaginer, dans le cadre de la loi de 1905 telle qu'elle existe aujourd'hui, ces articles 18 à 20 sur les associations dites cultuelles, que partout où il y a quelque chose qui de près ou de loin se rattache à la vie ou à la propagation du culte ou de la foi musulmane ou musulman, il y a une association cultuelle qui existe. Cette association cultuelle a des responsables, par définition, puisqu'elle est déclarée en préfecture, elle le doit. Ces responsables doivent pouvoir s'engager sur un certain nombre de principes qui sont parfaitement conformes avec notre conception de la vie sociale, je dis bien la nôtre, la conception, on va dire celle de la civilisation chrétienne, pour aller vite, ou de ce qu'il en reste, mais il en reste quand même quelques bouts. Et à partir de cette acceptation de ce qui serait une forme de charte ou un contrat passé avec les responsables associatifs localement, on délivrerait l'agrément qui est donné aux associations cultuelles, c'est-à-dire le droit de porter une activité à caractère religieux. Alors pour ça, il faut faire plusieurs choses. La première, c'est qu'il faut clarifier la jurisprudence sur ce qu'est une activité à caractère religieux, puisqu'il n'y a pas de définition en tant que telle dans la loi, mais la jurisprudence, celle du Conseil d'État particulièrement, la nourrit, peut-être pas suffisamment pour les circonstances d'aujourd'hui. Deuxièmement, il faut élaborer le mode de sollicitation de ces autorités musulmanes sur les associations locales pour qu'elles répondent et qu'elles prennent l'engagement de respecter les principes de la vie en société tels que nous les concevons. Et troisièmement, il faut donner les moyens à l'État de contrôler que ces accords sont parfaitement respectés dans toutes les associations qui naîtront. Mais ça veut dire, et c'est là qu'il va falloir faire opérer une clarification dans la loi, aujourd'hui, une école coranique, du point de vue du droit, peut être considérée comme une école, pas comme une association cultuelle. Or, c'est une association cultuelle, à l'évidence. Donc, elle devrait relever, non pas du régime des associations de loi de 1901, et du régime des associations de loi de 1905, ce qui change beaucoup de choses en termes d'agrément, de contrôle, de déclaration, de limite d'action, etc., etc. Et on pourrait inclure dans cette affaire, effectivement, un encadrement très strict des financements d'origine étrangère, à partir du moment où on n'aurait pas d'organisme national chargé de le récolter. Enfin, tout ça mérite d'être écrit. Donc on peut parfaitement maintenir le principe même de la loi de 1905, qui est réservé à des religions qui ont une autorité susceptible de contracter avec l'État, et faire évoluer le contenu de la loi
pour faire en sorte que ceux qui n'ont pas à disposition cette autorité capable de contracter, que celle-là, malgré tout, puisse être intégrée dans le pacte social. Moi, je n'ai pas de problème avec le fait que des musulmans pratiquent leur foi en toute liberté. Je ne veux simplement pas qu'ils aient les moyens de m'imposer un mode de vie qui n'est pas le mien. C'est tout ce que je cherche, et ça nécessite ça, un contrôle, un contrat social, et les moyens de contrôler l'agrément qui leur serait donné. Alors, l'islam est-il compatible avec la République française, selon vous? Non. Non, il ne l'est pas, à l'évidence, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une très grande majorité de musulmans qui aiment le mode de vie à la française et le mode de vie occidental, ce qui fait d'ailleurs le désespoir de l'Organisation de la coopération islamique, qui s'inquiète beaucoup de ce qu'elle considère comme un affadissement de la foi musulmane en Europe. Pour dire les choses de manière synthétique, mais on pourrait développer ce thème pendant longtemps. Considérons, si vous voulez bien, que les principes philosophiques de la République française reposent sur sa devise, liberté, égalité, fraternité, à quoi j'ajoute, parce que ce sont deux principes qu'on dit à valeur constitutionnelle, le respect de la dignité et la laïcité. Sur aucun de ces points, l'islam comme système, comme doctrine, comme philosophie politique dans une large mesure, n'est en accord avec les principes de la République française. Il n'y a pas de liberté de changer de religion ou d'abandonner de la religion dans l'islam, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'égalité entre tous les hommes, il n'y a pas d'égalité entre les musulmans et les non-musulmans, et à l'intérieur des musulmans, il n'y a pas d'égalité entre les hommes et les femmes. Il n'y a pas de fraternité. Les musulmans sont mes frères, parce que je suis un chrétien et que je considère que tout le monde est mon frère. L'islam ne considère pas que le musulman doit regarder chaque être humain qui n'est pas musulman comme son frère. C'est pas comme ça du tout que ça fonctionne. Il n'y a pas de défense de la dignité inconditionnelle, sans condition, sans restriction et sans exception de toutes les personnes humaines, puisque celui qui n'est pas musulman n'est pas considéré comme l'égal en dignité de celui qu'il est, et ceux qui sont athées ou agnostiques qui n'ont pas de religion sont considérés d'un rang inférieur à celui des animaux, parce que pour un musulman, c'est impossible de ne pas avoir de religion. Or, notre conception à nous, elle est fondée sur l'universalité de ces notions. Dans la conception chrétienne, qui est devenue la conception de la République française, quoi qu'on en dise, la liberté, c'est pour tout le monde. Tout le monde est libre. Tout le monde doit être considéré comme l'égal de son voisin, et tout le monde est frère de tout le monde. C'est ça, le principe d'universalité de la République. Et tout le monde est digne et sujet de droit, et c'est la raison pour laquelle il y a tant de débats autour de la protection des libertés publiques, des libertés fondamentales, dans les procédures pénales, le droit de vote, et ainsi de suite. Tout ça n'existe pas dans l'islam parce que l'islam n'est pas un système universel. Du moins, il est un système universel de manière horizontale, si je peux dire. L'universalité que connaît l'islam, c'est celle de l'extension de sa domination sur le monde. Et à ce moment-là, oui, dans une société islamique, composée uniquement de musulmans, alors il y a la liberté, l'égalité, la fraternité. Mais le modèle occidental chrétien ne s'adresse pas qu'à ceux qui partagent la foi chrétienne. Il considère même comme libres, égaux et frères des gens qui ne sont pas d'accord avec les principes de la démocratie. C'est la manière dont nous regardons, nous, par exemple, les musulmans. Quant à la laïcité, je l'ai dit tout à l'heure, la laïcité est entrée dans l'histoire des hommes par le christianisme. C'est dans le christianisme qu'on trouve pour la première fois cette idée qu'il faut séparer le pouvoir politique du pouvoir religieux. Cette distinction n'existe pas dans l'islam. C'est même le contraire. On ne comprend pas, un musulman ne comprend pas comment la loi politique ne pourrait pas être la déclinaison de la loi religieuse et de la foi religieuse, et comment dire, on pourrait imaginer d'interpréter librement les mots d'Allah, qui est, aux yeux des musulmans, le seul législateur. Il ne peut pas y avoir d'initiative législative des hommes, pour un musulman. Il n'y a qu'une possibilité de décliner, dans des circonstances un peu différentes, telle ou telle disposition légale, mais pas davantage. Donc, si effectivement, sur la liberté, l'égalité, la fraternité, la dignité et la laïcité, nous avons des positions incompatibles, je ne vois pas comment l'islam peut être compatible avec la République. Ce qui ne veut pas dire, je le répète, qu'une majorité de musulmans, en particulier qui vivent en France, eux sont attachés à la liberté, l'égalité, la fraternité et tout y quanti. C'est à eux d'évaluer le rapport qu'ils ont avec leur propre foi. Ça me dépasse. Moi, je ne parle pas de l'attitude individuelle et personnelle des musulmans, je parle de l'islam comme doctrine, et puisque votre question porte là-dessus, je vous réponds là-dessus. Pour finir, finalement, pensez-vous que la question de l'islam sera au cœur des élections européennes de mai 2019 ? J'ai dit pendant la campagne primaire de la droite et du centre il y a 2 ans que, de mon point de vue, l'islam était la question cruciale du quinquennat qui s'ouvrait en 2017. Je ne pensais pas que ce serait à ce point-là, pour le coup. Et je constate que parmi les inquiétudes qui sont exprimées par les Français, il y a bien sûr, traditionnellement, la question du chômage, la question de la sécurité, la question des flux migratoires, mais il y a aussi, et on assiste à un nombre de plus en plus important d'ouvrages publiés sur cette question,
la question de la dépossession de leur propre identité culturelle. L'insécurité culturelle, développée par le livre de Laurent Bouvet, par exemple, il y a quelques mois ou quelques années, est tout à fait emblématique de cette intention. Je crois que, malheureusement, la manière dont l'image de l'islam nous parvient en France est un mélange, d'atteinte à la dignité des personnes, de risque de dépossession pour les Français de leur mode de vie et de leur culture. Elle est accompagnée d'insécurité parce que vous le vouliez ou non, quand les territoires entiers de la République sont confiés à l'autorité de caïds ou de chefs religieux musulmans, les gens qui vivent se sentent autour ou dedans se sentent en insécurité. Comment ne pas les comprendre? Donc l'islam concentre un peu tous ces phénomènes. Et pour cette raison, je pense que ce sera une thématique à la fois, effectivement, de la campagne européenne en tant que telle, puisque en plus, visiblement, le gouvernement veut réouvrir la question de la loi 1905 au début de 2019, donc ça se propagera et ça se prolongera jusqu'au printemps. Mais comme la question de l'islam est présente dans les principaux sujets de préoccupation des Français, bien entendu que c'est un sujet dont on parlera pendant encore longtemps. Merci Jean-Frédéric Poisson pour vos réponses. Nous rappelons que votre livre « L'islam à la conquête de l'Occident », paru aux éditions du Rocher, est disponible dans toutes les librairies. Merci beaucoup.